Imaginez-vous en train de cultiver vos champs par un matin paisible, quand un bruit lointain vient interrompre la routine. Un martèlement de sabots. D'abord faible, puis de plus en plus fort. Les éclaireurs mongols, chevauchant à vive allure, peuvent parcourir jusqu'à 120 km en une seule journée, et leur arrivée soudaine signale bien plus qu'un simple raid de plus. Vous voyez une ligne de cavaliers apparaître à l'horizon, les bannières claquant au vent, chaque mouvement précis et exercé. C'est la force qui a créé le plus grand empire contigu de l'histoire. Une force qui surpassait tout ennemi sur son chemin en nombre et en habileté. Allez-vous fuir ou vous cacher ? Les Mongols sont connus pour leur vitesse, leur discipline et une réputation de terreur qui fait hésiter même les plus braves. Restez et vous comprendrez pourquoi survivre face à eux était presque impossible. La vie au village commence comme toujours avec le lever du soleil. Le monde est calme, presque trop calme. Durant ces premières heures, le village s'anime selon une routine bien rodée. Quelques femmes vont chercher de l'eau au puits et les rires des enfants parviennent de près du ruisseau. Les hommes se rassemblent en bordure des champs, outils à la main, prêts pour une nouvelle journée de labeur. Pourtant, sous cette normalité, quelque chose semble inquiétant. Le calme est rompu lorsqu'un enfant, jouant près des champs, repère un groupe de cavaliers à l'horizon. Ils ne s'approchent pas et ne lancent pas non plus d'avertissement. Ils observent en silence, immobiles. Ce ne sont pas des voyageurs égarés ou des marchands de passage, ce sont des éclaireurs mongols, des agents précédant l'armée principale, recueillant des informations et semant la confusion. Leur discipline est évidente, ils chevauchent en colonne de reconnaissance serrée, inspectant chaque ferme, chaque entrepôt et chaque issue de secours. Leur présence est un message en soi. Les éclaireurs mongols opéraient loin devant la force principale, parfois à plus de 100 km de distance. Déguisés en marchands ou en prêtres, ils infiltraient les villages et les villes, notant la population et l'humeur des gens. Ils cherchaient des signes de mécontentement, des points faibles et des défenses sur les meilleures routes pour l'armée principale. Chaque cavalier changeait de cheval à midi, permettant aux éclaireurs de parcourir jusqu'à 120 km en une seule traite, ne laissant aucun temps pour donner l'alerte. Leur mobilité les rendait presque impossibles à traquer, et leur apparition soudaine déstabilisait même les colonies les mieux préparées. L'effet était immédiat et psychologique. Un seul regard sur ces cavaliers suffisait à semer la peur. Les rumeurs se propageaient plus vite que les éclaireurs eux-mêmes. On chuchotait que des villes entières disparaissaient du jour au lendemain, que des survivants fuyaient pour être rattrapés dans les plaines. Les Mongols cultivaient délibérément cette peur, l'utilisant comme une arme pour affaiblir la résistance avant même qu'une bataille ne commence. Au sein du village, la peur se propage vite. Un seul signalement se transforme en conversation feutrée aux portes, des regards anxieux sont échangés lors du travail matinal, et les enfants sont rentrés à la maison sans explication. La vague d'inquiétude se propage des aînés aux parents puis aux enfants, brisant les routines et les remplaçant par l'incertitude. Les gens débattent pour savoir s'ils doivent se cacher, se retrancher ou fuir, mais chaque option semble vaine. Les éclaireurs ont déjà marqué les routes et observé les sentiers. Les chemins de fuite sont connus avant même que quiconque n'essaie de les emprunter. Il n'y a aucun avertissement des colonies voisines, aucune chance d'appeler à l'aide. Le réseau d'information des Mongols est exhaustif. Des espions et des éclaireurs ont déjà cartographié la région, identifié les réserves de nourriture et d'eau et mesuré la solidité de chaque mur. Les villageois sentent, même s'ils ne peuvent l'articuler, que leurs défenses sont dérisoires face à une telle préparation. À la fin de la matinée, les éclaireurs ont disparu. Leur disparition est aussi troublante que leur arrivée. Le silence qui suit semble pesant, comme si le village était observé par des yeux invisibles. Les gens abandonnent leur travail et se rassemblent en petits groupes, attendant que quelque chose arrive. La prise de conscience s'installe. Les Mongols n'attaquent pas aveuglément. Chaque étape est calculée. Chaque retard est intentionnel, conçu pour maintenir le village sous tension. C'est le calme avant la tempête. Un moment tendu jusqu'au point de rupture par la peur et l'incertitude. Les villageois scrutent l'horizon, sachant pertinemment que le premier signe de la force principale apportera une violence qu'ils ne peuvent imaginer. Les Mongols ont préparé le terrain, et maintenant le village attend, prisonnier des griffes de l'effroi. L'air lui-même semble électrisé, comme s'il retenait son souffle pour ce qui va suivre. Puis, sans autre avertissement, l'atmosphère change. La tension monte et les villageois sentent que l'attaque proprement dite est imminente. La première flèche s'abat presque sans prévenir, fendant l'air matinal. Instantanément, le ciel se remplit d'un barrage dense et implacable. Des milliers de flèches sont tirées dans des vagues coordonnées. Le bruit est constant, un sifflement aigu venant d'en haut et le sourd impact en bas. Il ne reste pas de temps pour assimiler ce qui se passe. Les défenseurs se tapissent derrière des boucliers ou cherchent un abri, mais les flèches arrivent trop vite. Trop de flèches tombent dans chaque espace ouvert, chaque brèche dans la défense. L'orage de flèches mongoles a commencé. Ce n'était pas une violence arbitraire,
C'était une tactique calculée, perfectionnée pour briser la volonté et la formation de n'importe quelle force sur son passage. Les archers montés mongols, entraînés dès l'enfance, se positionnent souvent à une distance de 200 à 300 yards, là où leurs arcs composites pouvaient frapper avec force et précision. Ils ne visaient pas des individus. Au lieu de cela, ils ciblaient une zone de mort, la saturant de flèches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résistance organisée. L'objectif était de perturber, de semer la confusion et de faire paraître toute tentative de défense inutile. Les arcs composites des Mongols étaient cruciaux pour cette stratégie. Faits de cornes, de bois et de tendons, ces armes compactes tiraient des flèches avec assez de puissance pour percer les armures à longue distance. À courte portée, à moins de 40 mètres, leurs tirs devenaient encore plus mortels. Les boucliers et les murs des défenseurs n'offraient que peu de réconfort face à une telle puissance de feu. Chaque nouvelle salve dispersait les rangs, et dès que quelqu'un tentait de se reformer, une autre vague suivait. La discipline derrière ces attaques était remarquable. Les Mongols organisaient leurs archers en jaguns, des unités de 100 hommes. 80 effectuaient une rotation sur les lignes de front, tandis que 20 restaient en réserve ou en cavalerie lourde. La tactique connue sous le nom de caracole maintenait l'assaut constant. Des vagues de 10 à 20 archers montés avançaient, tiraient leurs flèches, puis bifurquaient pour recharger pendant que le groupe suivant pressait vers l'avant. Ce cycle garantissait qu'il n'y avait jamais de pause dans le barrage. Chaque homme portait jusqu'à 60 flèches sur lui, et comme les cheveux frais étaient changés régulièrement, l'assaut pouvait durer 1 heure ou plus sans interruption. Pour les habitants du village, l'effet était immédiat et accablant. Les portes en bois volaient en éclats. Des barricades érigées à la hâte s'effondraient, et même les murs les plus solides paraissaient fragiles sous le poids de l'attaque. L'orage de flèches n'avait pas besoin de détruire chaque bâtiment pour être efficace. Il devait seulement briser la détermination des défenseurs. La pluie constante de flèches forçait les gens à se terrer, incapables de riposter ou d'organiser une contre-attaque. L'air se remplissait de bruits de panique, de cris, d'appels et du rythme régulier des impacts de flèches. Les récits historiques offrent des exemples clairs de la dévastation. Lors de la bataille de Yehuling en 1211, les archers de Gengis Khan ont déchaîné un tel orage que la puissante cavalerie Jin a brisé les rangs et s'est retirée en désordre. L'orage de flèches mongoles ne causait pas seulement des pertes, il brisait le moral et rendait toute résistance ultérieure impossible. Cette méthode fut répétée dans d'innombrables villages et sur des champs de bataille, chaque fois avec le même résultat. Au sein du village, l'espoir s'évanouissait rapidement. Les défenseurs réalisaient qu'il n'y avait pas d'endroit sûr, pas un moment pour se regrouper. La mobilité des Mongols signifiait qu'ils pouvaient se tenir juste hors de portée, attaquant toujours d'une distance où toute représaille était impossible. Le barrage continuait jusqu'à ce que les défenseurs soient épuisés, leurs rangs brisés et leur confiance anéantie. Quand les flèches devinrent enfin plus rares, le silence qui suivit fut presque aussi terrifiant que le vacarme précédent. Les survivants comprirent ce qui allait suivre. L'orage n'était pas la fin, mais seulement le premier acte. Les Mongols avaient utilisé leurs flèches pour détruire l'ordre et la volonté. Maintenant, la phase suivante allait commencer. Les lanciers allaient charger et achever ce que les flèches avaient commencé. Pour ceux qui ont survécu à l'orage de flèches, une nouvelle peur s'est installée. La certitude s'est infiltrée. Échapper ne serait pas facile, et le pire était encore à venir. Dog parti virtuel, il se pressait à travers les arbres, cherchant désespérément la sécurité. Alors que le chaos du village s'estompe derrière vous, le chemin devant vous semble ouvert, presque invitant. Mais avec les Mongols, rien n'est laissé au hasard. Ce qui ressemble à un coup de chance est en réalité l'acte final d'un plan soigneusement orchestré. Un plan construit autour de la tactique qui distinguait les Mongols, la retraite feinte. Les Mongols étaient des maîtres de la tromperie sur le champ de bataille, et la retraite feinte était leur marque de fabrique. Une petite force mongole attaquait et se retirait ensuite dans un désordre apparent. Pour les défenseurs, cela ressemblait à de la panique ou de la faiblesse. En réalité, c'était une manœuvre calculée, conçue pour provoquer précisément une réaction, la poursuite. L'ennemi, convaincu de son avantage, abandonnait ses positions défensives et se lançait à la poursuite, perdant sa cohésion tout en s'engageant en terrain inconnu. Ce n'était pas une retraite imprudente. Les généraux mongols mesuraient chaque pas, chaque pause et chaque virage, planifiant le moment et le lieu de leur retraite avec une précision stratégique militaire. Les récits historiques, comme l'histoire secrète des Mongols, décrivent comment Subutai, l'un des commandants de confiance de Gengis Khan, a utilisé cette tactique contre les Merkites. Après le premier affrontement, les troupes de Subutai ont simulé une fuite, attirant les soldats merkites profondément dans une vallée. Une fois l'ennemi totalement épuisé, des renforts mongols frappèrent depuis des positions cachées, encerclant et submergeant les poursuivants. Le résultat fut décisif, ne laissant pratiquement aucune chance de s'échapper. La bataille de la rivière Sajo en 1241 illustre les effets dévastateurs de cette approche. L'armée hongroise, célèbre pour sa cavalerie, crut avoir forcé les Mongols à battre en retraite après une attaque frontale de l'autre côté de la rivière. Encouragés, les Hongrois traversèrent pour poursuivre, seulement pour être interceptés lorsque les troupes cachées de Subutai attaquèrent par l'arrière. Les lignes hongroises s'effondrèrent dans le chaos.
Encerclés et incapables de se réorganiser, les Mongols remportèrent une victoire totale, non pas par la seule force brute, mais en transformant la confiance de leur adversaire en une faille mortelle. L'effet psychologique était profond. Des armées qui comptaient autrefois sur le nombre et la force visible commencèrent à remettre en question chaque retraite mongole. Était-ce une véritable retraite ou un piège qui n'attendait que de se refermer? Cette incertitude sapait le moral et faisait hésiter les commandants dans les moments critiques. L'usage de la tromperie par les Mongols forçait les adversaires à douter de leurs propres instincts, les paralysant par le doute. Pour rendre leur piège encore plus efficace, les Mongols utilisaient parfois la tactique de l'issue ouverte. Lors d'un encerclement, ils laissaient délibérément une brèche dans leur rang pour créer l'illusion d'une échappatoire possible. En réalité, c'était un appât calculé. Des détachements cachés attendaient juste après l'ouverture, prêts à attaquer les soldats en fuite des deux côtés. Le résultat était l'anéantissement complet et inévitable de la force ennemie. Au sol, le chaos régnait. Des défenseurs qui pensaient avoir réussi une percée se retrouvaient pris en embuscade venant de nouvelles directions. Le paysage lui-même devenait une partie de l'arsenal mongol, chaque clairière et chaque sentier étant choisi pour un avantage maximal. Dans la confusion, les lignes se désagrégeaient et les voies de fuite disparaissaient. La discipline et la préparation des Mongols garantissaient que chaque option avait été anticipée et chaque réaction pesée. Dans ce dernier moment, vous réalisez que la retraite était le piège le plus mortel de tous. Les tactiques des Mongols ne laissaient aucune place à l'erreur, aucune chance d'improvisation et aucun véritable espoir de fuite. Leur mélange de guerre psychologique, de tromperie et de coordination précise submergeait même les défenses les plus solides. Survivre face aux Mongols était presque impossible. Leur combinaison inégalée des stratégies, d'organisation et de brutalité submergeait même les défenses les plus fortes. Ce qui distinguait les Mongols, c'était trois tactiques clés. Leur mobilité inégalée allant jusqu'à 120 km par jour. Des orages de flèches incessantes qui brisaient les défenses à distance. Et la retraite feinte qui attirait les ennemis dans des pièges mortels. Comme l'a noté l'historien Stephen Tumble, la guerre mongole était un mélange presque parfait de puissance de feu, de tactique de choc et de mobilité. Leur approche a façonné l'avenir de la stratégie militaire. Des chefs, de Napoléon à Patton, ont étudié comment les Mongols utilisaient la vitesse, la discipline et la guerre psychologique pour réécrire les règles de la conquête. Quelles tactiques vous ont le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire a changé votre vision sur l'histoire des grands empires, veuillez vous abonner à la chaîne et nous donner un j'aime. Nous mettons actuellement en lumière l'histoire que l'on a tenté d'enterrer. Semez les graines pour l'avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.